Ici Émilie Paquin et vous écoutez le podcast Victis, un balado qui propose une nouvelle manière d'étudier, d'analyser et de collaborer aux études sur les jeux. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Pauline Zampolini, gestionnaire de communauté chez Warner Brothers. Nous discutons aujourd'hui de son parcours atypique depuis sa maîtrise en communication jusqu'à son premier emploi dans l'industrie du jeu vidéo. Bonne écoute! Bien le bonjour, Pauline. Salut. Bienvenue au podcast Victis, la première édition à distance. C'est tout un apprentissage. Tout un apprentissage. On inaugure un format. Ouais, il fallait que ça soit toi. Il fallait que ça soit toi pour l'inaugurer. À noter aussi, d'ailleurs, on avait déjà enregistré un podcast ensemble, toi et moi, il y a de ça 2 ans. Déjà, hein. La dernière fois, j'y repensais et je me demandais combien de temps ça faisait. Puis je me suis dit, en fait, ouais, ça passe super vite. Pourquoi pas recommencer, mais cette fois-ci... Vous ne l'entendrez jamais. Mais cette fois-ci, faisons-le de façon grandiose, c'est-à-dire de parler de ton parcours, mais pas juste nécessairement ton parcours académique et au niveau de la rédaction, mais cette fois-ci de ton rôle aussi dans l'industrie, mais du jeu vidéo, ce qui n'était pas là la dernière fois. Donc, c'est ça, aujourd'hui, je voulais en fait vraiment avoir une discussion avec toi, puis discuter avec toi de tout ton parcours qui, je le considère atypique, mais ô combien fascinant et intéressant. Et je me suis dit, ça pourrait être... Non, mais c'est vrai! Trop d'honneur! C'est vrai! Wow. Je voulais le partager, en fait, avec le reste du monde qui écoute le podcast Victis et d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui a fait que ton parcours était fascinant et intéressant et qu'il y avait aussi des trucs très, très intéressants qu'on pourrait apprendre de ça. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement parce qu'on va aller plus en profondeur au courant du podcast, mais je vais te laisser te présenter et dire qui tu es. Yes. Ok, bah, on va remonter au point, on va dire, au point de rencontre entre nous deux. Je pense que c'est une bonne. Ouais, je pense que oui. Hein? Voilà. Donc, commencer à étudier, on va dire, le jeu vidéo donc à l'UQAM en maîtrise jeux vidéo, concentration, en maîtrise communication, concentration jeux vidéo et édification, tout comme toi. Oui, et juste avant, voilà. Tu étais en France aussi, puis tu étudiais le cinéma, c'est ça? Oui, exact. Donc, voilà. Avant ça, donc, quand j'ai commencé la fac en France, j'ai fait une licence, donc c'est l'équivalent d'un baccalauréat donc en cinéma. Donc, c'était orienté tout autour de justement les arts du spectacle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait aussi de la photographie, du théâtre, de la scénographie, mais j'étais plus orientée cinéma. Et puis, au fur et à mesure du temps, donc, j'ai pu voir des similitudes entre les deux. Et puis j'ai toujours été vraiment intéressée par les jeux vidéo parce que depuis toute petite je joue. Enfin voilà, au moment où il y a eu un PC dans la maison, voilà, c'était un peu le coup de foudre, on va dire, aux grands dames de mes parents des fois. Hein, voilà. Mais voilà, je pense qu'on connaît, tous les nerds de ce monde connaissent un petit peu cette sensation, on va dire. Et puis, donc, au fur et à mesure du temps, j'ai pu avoir l'occasion de venir en échange ici. Et puis, j'ai commencé à avoir des cours de jeux vidéo pendant cet échange. Et quand je suis retournée en France, ça a été un petit peu l'électrochoc, quoi. Ça a été vraiment bizarre. J'ai très mal vécu le retour, etc. Choc culturel, choc de plein de choses, etc. Et je me suis dit, bon, il faut que je retourne là-bas. Et là, ça, on est en 2015 à peu près, 2015-2016. C'est ça. Ouais. En 2015. Bah, là, on vient de passer en 2016. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, donc, j'ai réussi à venir grâce à l'aide de Maud Bonenfant, qui est la directrice de programme en jeux vidéo, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs là-dessus. Merci. Et puis, donc, j'ai pu revenir donc, en maîtrise jeux vidéo vraiment à temps plein, on va dire. Et puis, c'est là que j'ai commencé vraiment à étudier ça en profondeur, quoi. Et puis, donc, je viens de finir ma maîtrise il y a quelques mois de ça, donc en août. C'est tout frais. Yeah. Donc, qui porte sur les dynamiques de genre dans le milieu vidéoludique, en particulier les communautés de joueurs et de joueuses donc locales. Moi, je me suis penchée sur le Med de Montréal, qui est un bar gaming. Mais du coup, pendant cette maîtrise-là, j'ai eu quand même l'occasion de rentrer dans l'industrie. J'avais un pas sur deux dans l'industrie, puisque bon, j'étais donc à temps partiel chez Gameloft en stage. J'ai pu être prise en stage donc en tant que gestionnaire de communauté. Donc j'ai commencé à travailler vraiment sur du jeu mobile. Voilà, enfin c'était vraiment une des premières expériences dans l'industrie. Ça m'a beaucoup
appris de choses vraiment sur les cycles de production, sur comment était vraiment concrètement fabriqué un jeu, comment on l'entretient, comment on entretient sa communauté, voilà, enfin comment vraiment tous les rouages de l'industrie se mettent ensemble, quoi. Donc ça c'était vraiment super. Ensuite, donc je suis passée chargée de communication encore chez Gameloft, et puis donc ça a duré aussi, ça n'a pas duré très très longtemps, quelques mois, mais ça m'a amené aussi tout cet aspect vraiment plus communication corporative, voilà, communication interne, externe, philanthropie, voilà, comment créer des relations un petit peu avec l'extérieur. Puis ça te fait rendre compte aussi de vraiment l'ampleur en fait de l'industrie à Montréal, même si évidemment quand tu es en maîtrise jeux vidéo, tu es quand même obligé entre guillemets d'être un petit peu au courant de ces choses-là. Mais voilà, là c'était dans une dimension professionnelle, ça m'a quand même appris plein de choses. Puis voilà, comment former des partenariats, je pense notamment à la Guilde, à l'Alliance numérique, enfin toutes les organisations comme ça qui aident les studios localement. Donc ça c'était vraiment l'expérience qui a donné, qui a été vraiment c'est ça, comme je disais, le premier pas dans l'industrie. Et puis maintenant, je suis chez Warner, Weeby Games, donc à Montréal aussi, et puis donc en tant que gestionnaire de communauté aussi. Ça va faire bientôt 1 an l'année prochaine. Et puis c'est ça, donc là c'est du AAA, donc c'est quand même des modèles qui sont différents, etc. C'est d'autres manières de travailler, mais c'est aussi super intéressant. Et on va dire que ce qui m'a quand même permis d'avoir cette envie en fait de travailler dans l'industrie, en plus des études que je faisais, c'était aussi le fait d'être rédactrice dans un journal qui s'appelle Multijoueur, aux côtés duquel je suis restée pendant plusieurs années, 3 ans et quelques, je sais plus exactement, mais c'est ça, où j'ai rencontré vraiment des passionnés en fait de jeux vidéo, de l'industrie, et notamment d'indie games. Vraiment, enfin voilà, une gang de passionnés qui a créé ça, et c'est là où vraiment tu commences à avoir un réseau, à commencer à vraiment parler avec le monde de l'industrie du jeu vidéo, voir comment se passent vraiment les processus de création, etc., les influences. Et ça c'est très cool, quoi, parce que t'as un pied un petit peu aussi donc dans ce domaine-là de la rédaction, les textes d'opinion, podcasts, toutes ces choses-là. Donc ça a été hyper intéressant, hyper enrichissant, et ça m'a aussi permis d'intégrer l'industrie dans un certain sens. Tout en faisant une maîtrise. Ouais, hein. C'est pour ça que j'ai mis 4 ans à la valider. Oui, donc avertissement avant qu'on continue ce podcast. Disclaimer. Bien que vous faites une maîtrise, que vous faites la même maîtrise qu'on a faite ou une autre maîtrise, c'est important de mentionner que ton parcours, c'est ton parcours, il t'appartient. C'est peut-être pas une réalité qui peut être appliquée à tout le monde. Ah oui, non, c'est sûr. Mais ça reste vraiment intéressant d'entendre en fait comment un simple geste a pu peut-être avoir un grand impact plus tard, ou le fait d'avoir fait ces rencontres-là. Donc, c'est beaucoup plus à titre d'exemple aujourd'hui qu'on en parle et voir « Ah ouais, j'avais pas pensé que je pouvais aller faire ça ou aller suivre telle personne. » Donc, c'est à titre informatif. Et comme tu as mentionné, tu travailles chez Warner Brothers, et aujourd'hui, on veut pas nécessairement non plus que tu nous dévoiles tous ces secrets. On veut, tu es sous contrat comme tous les gens de l'industrie, donc on va aussi respecter cette clause-là pour s'assurer que tout reste secret malgré tout. Yes. Tu connais aussi l'NDA, n'est-ce pas? NDA, bien sûr, donc secret bien gardé. Et oui. Mais écoute, déjà là, tu nous dévoiles tout ça. Je suis comme, oh mon Dieu, il y a tellement de belles choses que tu as vécues, puis de belles expériences. J'ai hâte que nous en parlons, mais j'aimerais encore te poser une question, juste pour apprendre encore plus à te connaître. Je demande tout le temps aux invités qui viennent au podcast de nommer leur top 3 de leurs jeux préférés. Que ce soit des jeux préférés ou ceux qui t'ont influencé, ou même si tu le sais pas, les récents que tu as pris, juste pour qu'on sache vidéoludiquement où tu te situes. Ouais. On va dire que c'est un top 3, c'est un peu compliqué quand même. Mais voilà, je pense que on va dire qu'il y a des jeux qui m'ont quand même marqué, on va dire, qui sont pas forcément des jeux qui sont les plus connus ou quoi que ce soit. C'est pas non plus des jeux de niche, mais c'est des jeux qui m'ont quand même fortement influencé. Je sais que par exemple, quand j'ai commencé à avoir mon PC chez moi, quand j'ai eu 11 ans, 12 ans, un des premiers jeux sur lesquels j'ai commencé vraiment à me mettre intensément, c'était Dofus, qui était le premier MMORPG auquel j'ai joué. Et là, c'était une des révélations aussi. Il y en a certains, ça a été WoW, moi ça a été Dofus, rien à voir. Évidemment, je compare pas les deux parce que j'ai aussi joué à WoW. D'ailleurs, j'ai failli
j'ai failli rater plusieurs cours à cause de ça. Mais bon, finalement, voilà. Le secret. Exactement. Bon. En tout cas, ouais, c'est un jeu qui m'a beaucoup influencé, puis qui a amené un petit peu l'aspect, enfin, qui m'a fait comprendre en fait qu'on pouvait avoir vraiment des liens sociaux, etc. Donc sur le jeu, au-delà de juste faire des donjons ensemble, là, le principe de guilde, etc. C'est quelque chose vraiment que je découvrais et avec laquelle j'ai eu vraiment des liens forts en fait. Après, il y a eu des jeux qui m'ont vraiment marqué, comme je pense à Beyond Good and Evil, qui est encore maintenant un de mes jeux préférés, même s'il a un petit peu mal vieilli, sur lequel j'ai passé vraiment des heures et des heures, justement, je sais pas si tout le monde connaît, mais en tout cas pour les pseudo-puristes, c'est un classique là, c'est vraiment, on va dire, du aventure à la troisième personne, voilà, dans un monde un peu dystopique, dans lequel tu dois vraiment révéler les secrets d'une société qui finalement maintenant exploite un petit peu, voilà, les habitants, et puis leur fait miroiter un petit peu un monde qui n'existe pas trop, quoi, on va dire. Et puis t'es accompagné de ton pote Paige, qui est un cochon, qui est toujours, on va dire, le sidekick un petit peu rigolo. Donc ça, ouais, BGE, c'est un jeu qui m'a marqué. Après, plus récemment, j'ai beaucoup aimé, récemment, non, ça a quelques années quand même, mais toute la vague indie, donc Fez, qui a été vraiment, pareil, un coup de cœur et une grosse révélation. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était aussi Braid, Super Meat Boy, c'est vraiment des classiques et tout, parce que j'aime beaucoup les platformers et tout ce genre de choses. Undertale, évidemment, qui a été aussi, vraiment on va dire un rappel à toute cette vague de RPG qu'on avait pu avoir, justement, les RPG écrits beaucoup plus à l'ancienne. Enfin, tu sais de quoi je parle, parce qu'il me semble que tu aimes beaucoup ce jeu aussi. Ah oui, c'est un de mes préférés, en effet. Puis après, moi, évidemment, j'ai beaucoup été influencée aussi et beaucoup aimé, un petit peu sur le tard, mais les Zelda, évidemment, enfin ça c'était... Puis maintenant, ça fait un peu partie de mes tops, quoi. Mais on va dire, c'est ça. Ouais, c'est quelques influences comme ça. En fait, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'avoir, tu sais, des grosses consoles à moi, etc. Machin. Donc, du coup, quand je jouais, c'était souvent chez mes potes, ou alors vraiment avec on va dire des fenêtres de temps, genre quelques heures à droite à gauche, etc. Donc, du coup, c'était plus en fait, j'ai beaucoup de flashs en fait de moi qui joue quand j'étais petite, jusqu'au moment où il y a eu un PC dans la maison, quoi. Ah mon Dieu, c'est même souvenir pour moi. Ah, super, ben merci d'avoir répondu à mes questions préliminaires. J'en ai donné plus que 3, mais bon. Bon, c'est correct, on va les prendre. Mais super, ben dans ce cas-ci, allons-y. Après discussion, on s'était dit que ça pourrait être intéressant qu'on sépare en 3 sections notre discussion d'aujourd'hui. Donc la première section, on parlerait plus de tout ce qui est le tremplin entre l'académique, le réseau de la rédaction et l'industrie, et voir comment en fait tout ça s'est mélangé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Parler de ton emploi actuel et aussi l'emploi que tu as fait d'ailleurs chez Gameloft de gestionnaire de communauté, et parler aussi des défis et de la réalité de ce que c'est être gestionnaire de communauté après avoir justement parcouru beaucoup de choses dans l'industrie. C'est le fun de voir en fait comment ton expérience et quand cette expérience se traduit avec les défis que tu rencontres aujourd'hui. Donc, de ce pas, allons-y. Comme je l'ai dit en début de podcast, ton parcours, je le trouve atypique, mais atypique dans le sens très positif du terme. Dans le sens que tu as un peu touché à tout et tu as été capable de jongler à travers différents réseaux. On dit le réseau académique, donc tout ce qui est du moins du CAM, tout ce qui est la maîtrise, rédaction, tu as parlé de multijoueur, et entreprise, Gameloft et Warner Brothers. Donc, comment tu as réussi à t'insérer dans ce qui était justement les médias? Parce que là, si on repart sur ta ligne de temps, tu disais « j'ai fait l'académique et après, je suis passée multijoueur. » Donc, comment ça s'est traduit, ça? Ok, en fait, c'est marrant parce que la plupart des choses qui me sont arrivées justement dans tout ce contexte-là, ça a souvent été des concours de circonstances ou vraiment ou des rencontres en fait. Mais je sais que en fait la première fois que j'ai vraiment mis le pied, on va dire, plus professionnellement dans le jeu vidéo, c'était dans le cadre de la maîtrise. Mais en fait, la première année, j'ai trouvé un boulot en fait dans une entreprise, enfin une association qui s'appelle Fusion Jeunesse, qui vise justement à créer des activités, des ateliers pour des élèves de secondaire en risque de décrochage. Et puis en fait, c'est un boulot qui est vraiment fait pour les étudiants en fait.
c'est un format qui est fait exprès pour eux, donc c'est quelque chose à temps partiel qui est fait donc pour les étudiants qui sont dans le domaine en question. Donc il y en a en jeux vidéo, il y en a aussi en théâtre, en cinéma, il y a même, il me semble, du marketing ou des choses comme ça. Il y a de la robotique, enfin, il y en a vraiment pour tous les domaines. D'ailleurs, on est quelques-uns de la maîtrise à être passés par là. Et en fait, c'est là que j'ai commencé vraiment à rencontrer des étudiants en jeu, mais en conception de jeu. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, la maîtrise qu'on a faite à l'UQAM, c'est beaucoup plus ça tourne beaucoup plus autour des sciences humaines et sociales. Donc c'est-à-dire, on n'apprend pas à coder, on n'apprend pas à game designer, on n'apprend pas voilà, à créer en tant que tel, on va dire vraiment mécaniquement, des jeux, mais on apprend plutôt à les penser. Si je puis dire. Enfin, ouais, très théorique en fait. On n'est pas, on touche pas au design, on est moins dans la pratique. Mais tu as décidé de prendre Fusion Jeunesse. Tu as décidé d'aller justement voir qu'est-ce que Fusion Jeunesse avait à offrir, puis tu as pu mettre un peu les mains là-dedans. C'est ça en fait. Parce que de base, moi je suis quelqu'un qui sait pas coder, qui sait pas, enfin même si c'est des choses qui m'intéressent, et d'ailleurs là en ce moment j'ai décidé de peut-être m'y mettre. Oh ouais, mais c'est ça. Donc oui, donc en fait c'est comme ça que j'ai pu un petit peu, c'est ça comme tu disais, mettre la patte dans la pratique, on va dire, parce qu'en fait j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui étaient en game design, en narrative design, etc. Donc ils touchaient beaucoup plus à des outils de conception. Je pense voilà, aux engins de création 3D, par exemple, Unity, Unreal, qui sont d'ailleurs gratuits et dont il y a plein de tutos sur Internet. Et puis en fait, l'idée, c'est de créer des projets de jeux vidéo avec des jeunes. En général, moi, ceux que j'avais, ils avaient entre 12 et 15 ans à peu près. Et puis, via le jeu, donc leur expliquer un petit peu ce que c'est que voilà, le game design, l'histoire dans un jeu, etc. Et ensuite, leur montrer les outils nécessaires pour pouvoir créer ce jeu. Donc on parle également de mécanique, tout ça, et donc c'était de la programmation visuelle, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas besoin de connaître un langage de code pour pouvoir le faire, c'est en fait la transcription des mécaniques de code, c'est-à-dire si jamais je touche cet objet, il se passe telle chose. C'est vraiment cause-conséquence. Et donc c'est un logiciel qui s'appelle Construct, qui est aussi alors je sais pas si c'est open source, mais en tout cas c'est gratuit. Construct 2 qu'on utilisait, maintenant il y a un 3e. Mais c'est donc avec des outils, le point d'honneur c'était vraiment justement utiliser des outils gratuits pour montrer vraiment l'accessibilité en fait de la création de jeux vidéo, bien que c'était des petits jeux quand même, des choses en flash ou des choses comme ça, mais c'était hyper intéressant de voir où ils s'en allaient avec ça et voir comment leur créativité elle se montrait en fait à travers ce médium en particulier, quoi. Et donc j'ai travaillé avec des gens qui étaient en game design, tout ça, et puis qui m'ont aidé à comprendre un petit peu mieux ces mécaniques-là. Et puis il y avait donc un gala de fin d'année où on récompensait le meilleur jeu, etc., parmi plusieurs écoles, tout ça. Donc ça, c'était vraiment un premier pied. Et puis donc la personne avec qui je travaillais, qui s'appelle William Alexandre, que je salue au passage d'ailleurs, si beaucoup c'est Allô. m'a dit, mais tu sais, tu m'as déjà parlé plusieurs fois que t'aimais écrire, que t'étais en études du jeu, que vous êtes plus théorique, etc. Ça te dirait d'être rédactrice? Je suis là, oui. Let's go, hold my beer. Voilà. Et puis, du coup, il m'a dit, attends 2 secondes, je pense qu'il faudrait que je te présente quelqu'un. Et puis, parce que justement, j'étais la seule théoricienne dans le lot, en fait. La seule théoricienne, j'aime ça. On va dire ça comme ça, là. On va dire qui ont seulement des soft skills, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est ça que tu avais un profil beaucoup plus académique, dans les game studies, études sur les jeux. Exact. Bien qu'on voit quand même certaines notions de game design pour comprendre vraiment les mécaniques de conception, mais bon, c'est pas le focus. Et puis donc il m'a enfin pas référé, mais en fait il m'a envoyé le contact d'une certaine Odile, que je salue au passage d'ailleurs aussi, qui est maintenant chez Outer Minds. Elle est narrative designer et elle travaille aussi, alors je pourrais pas le citer, mais elle fait du voice acting aussi pour beaucoup de jeux indie montréalais. Voilà, et donc elle était rédactrice chez Multijoueur à l'époque, et puis elle m'a mis en contact avec donc la rédaction, donc Simon, qui est devenu un de mes amis les plus proches d'ailleurs. Et puis c'est là où on s'est rencontrés, il a commencé à me parler un peu de mes motivations, de mes passions pour le jeu, etc., tout ça, et puis là c'était parti, quoi. J'ai commencé à faire partie de la gang, et puis voilà, beaucoup de liberté de créative, et puis beaucoup de liberté de sujet, voilà, enfin une gang vraiment de passionnés, comme je disais tout à l'heure, donc c'était vraiment super. Puis c'est là où j'ai commencé vraiment à connaître le milieu montréalais, donc à travers les conventions, les petits salons, tout ça, et du coup c'est là où j'ai
vraiment, j'ai fait ah ça c'est fait à Montréal, oh damn ça aussi, oh mon dieu mais c'est énorme. Bah voilà, c'était vraiment, et c'est là que tu te rends compte en fait que Montréal c'est ça fourmille en fait au niveau du jeu vidéo quoi. Puis il y a plein de jeux, tu te dis je savais absolument pas que c'était fait ici quoi. Donc c'était un peu ça le blow minder. Ça a été la porte d'entrée. C'est ça. Dans le fond, ce que j'en comprends aussi, c'est que oui, t'as pris, en fait, décidé de dire, oh, pourquoi pas, je vais prendre cet emploi chez Fusion Jeunesse, qui, soit dit en passant, toutes ce que tu as nommé, le Fusion Jeunesse, Unity, Construct 2 et 3, je vais les mettre dans l'article. Si jamais ça vous intéresse à savoir c'est où, c'est quoi, vous pourrez vous y référer. Donc, oui, t'as passé par Fusion Jeunesse qui, grâce à cette rencontre-là, t'a amené à multijoueur. Mais là, de ce que tu me dis aussi, c'est toutes les conventions, les événements. Là, ça a été un méchant tremplin. Là. Ça a été là où t'as pu découvrir et parler parce qu'en même temps, tu dois faire des articles si tu t'en vas dans des événements, donc tu dois parler à des gens, tu dois aller récolter certaines informations parce qu'on s'attend à ce que tu écris des articles. Donc ça aussi, ça a été extrêmement bénéfique. Puis je pense que tu aurais aussi pu le faire si tu avais été juste étudiante, mais on s'entend que tu avais aussi une passe, quand ça s'appelle déjà pas journalistique, média. Mais c'est ça, média. Donc tu avais une passe média, donc ça t'ouvre encore plus des portes. Ouais. Ouais, non, ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, je remercie encore Multijoueur pour ces opportunités-là parce que c'est insane. Et puis vraiment, les possibilités en plus qu'ils ont eu pour un média indépendant comme ça, avec très peu de moyens mais beaucoup de passion. En fait, tu te rends compte que c'est des choses qui sont possibles en fait. Et puis c'est ça, ouais, c'est vraiment au cours de ça, de ces conventions, etc., que j'ai pu vraiment commencer à mettre des têtes sur des noms et inversement, et puis commencer à discuter avec le monde. Et puis au début, ils me disent mais c'est qui elle cette nouvelle venue et tout, parce qu'il y avait quand même 2-3 mascottes, on va dire, dans le bon sens du terme, à multijoueur, tu sais, des têtes vraiment connues, à chaque fois, je les voyais en convention et tout, c'était quand même une évidence. Et puis moi, je suis arrivée un petit peu, tu sais, au milieu de cette gang en mode, voilà. Et puis au fur et à mesure, bah voilà, tu te rends compte que en fait, c'est une énorme famille, mais une famille quand même, tu sais, genre les jeux vidéo. Puis tu finis par des fois rencontrer certaines personnes, tu revois les mêmes à une autre convention, puis tu dis ah ok, bon bah voilà, c'est structuré comme ça, donc voilà, t'as tel studio indie, le fondateur c'est lui, machin, nanana, ah je sais, je l'ai vu l'année dernière, machin. Et du coup tu commences vraiment à te visualiser ton réseau et puis à te dire ok, voilà toutes les possibilités qui sont ouvertes à moi. Et au fur et à mesure, bah, c'est là où tu commences vraiment à on va dire te faire ta propre ligne éditoriale en mode ah bah voilà, j'aimerais faire tel article, donc j'aimerais potentiellement interviewer telle personne sur tel sujet. Et ça, cette liberté là, c'est assez cool quoi. Et puis donc justement c'est ça, les conventions, les entrevues, ça te donne aussi de la visibilité. Et au fur et à mesure, voilà, enfin ça te donne que par exemple l'année dernière au Megamix, bon pas celui-là, celui l'année d'avant, parce que cette année j'y étais en tant que participante pour la première fois. Oh de l'autre côté. L'année dernière, du coup, avec Multijoueur, on a remis un prix. On faisait partie du jury en fait, et puis donc en collaboration avec le FMC, avec Red Barrels, etc. En fait, il y a ce qu'on appelle le MIGA, qui est le prix en fait du jeu indépendant de Montréal. Et donc il y a soit des associations, des coops, des entreprises qui remettent des prix. Donc il y a aussi, je sais qu'il y a jeux.ca, il y a donc le FMC, voilà, il y a plein d'organisations comme ça qui remettent des prix. Et puis nous on en faisait partie. Et puis par exemple voilà, c'est ça, tu participes vraiment aux événements, aux événements à l'intérieur de l'événement, tu vois. Donc ça te permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes, et puis voir aussi décortiquer un peu l'industrie, parce que forcément quand t'es jury sur un truc, bah il faut que tu décortiques, puis tu vois beaucoup de choses passer, et puis ça te permet vraiment d'avoir encore plus de granularité dans ce qui se passe. Donc ouais, non, c'est clairement ça a été une occasion de fou. Et je me souviens encore de la première entrevue que j'ai faite pour Multijoueur. J'avais tellement peur, je stressais, parce que je sais, c'était à l'Arcade Montréal. Et j'étais avec Pierre-Luc, que je salue au passage. J'ai salué trop de monde, qui était photographe avec nous. Et puis, donc en fait, c'était à l'occasion d'un tournoi du jeu Donkey Kong. Et du coup, il y avait 2 des meilleurs au monde à ce jeu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le reportage King of Kong, qui est très intéressant sur l'histoire de ce jeu, et puis comment c'est devenu un phénomène dans les années 80, 90. Et donc ces 2 mecs-là, c'était 2 des meilleurs. Donc il y avait en fait, c'était le champion et le vice-champion du monde, quoi, qui faisait des records sur des heures. Ils jouaient pendant des heures en fait, et le principe c'est vraiment d'avoir le score le plus élevé. Donc en fait c'est plus de l'endurance que de la performance brute sur le moment, quoi.
Et du coup, ils étaient là, et puis tout le monde les regardait, et puis moi je me disais, ah, je les connais pas, c'est bizarre, tu sais, alors qu'il y avait plein de gens qui les connaissaient. Et puis tu sais, c'est un bar, donc du coup, il y avait du bruit et tout, et puis je suis allée les voir, je fais, est-ce que je peux vous interviewer? Et puis c'était ma première entrevue en anglais, tu vois, genre. Et du coup, on est allé voir le directeur un barman, ou je sais plus, et puis il nous a dit, bah, mais on n'a pas de place, on peut vous faire monter dans la réserve en haut. Et en fait, on a fait ça en haut, posé sur des cartons, tu vois, et puis j'ai commencé à interviewer les champions du monde de Donkey Kong sur des cartons. Dans la réserve de l'arcade, tu vois. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est on te lit, mais on sait pas du tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'était très cool. Ils étaient très sympas, très avenants, vachement cool. Enfin, c'était vraiment un plaisir, quoi. Et puis après, bon, bah voilà, c'est vraiment, en fait, c'est un souvenir marquant parce que c'était vraiment mon premier article, quoi, pour Multijoueur, donc c'était très cool. C'était vraiment des choses que comme tu dis, en fait, en tant qu'étudiant, oui, tu peux avoir, tu sais, on va dire, t'es le culot d'aller voir les gens comme ça, mais c'est sûr que c'est plus compliqué parce que t'as pas justement cette statut, enfin, tu sais, même si c'est un grand mot là, enfin, ces portes qui s'ouvrent quand t'as le fameux le badge. Mais c'est ça, tu vois. Mais c'est clair que, en tout cas, quand t'as l'occasion d'y aller, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, quand ils vont en convention ou quoi, ils vont faire, ah ouais, non, j'ose pas, etc. Faites-le. Genre, faut pas regretter, quoi, parce que au pire, tu te tapes la honte, tu vois, ça va pas te tuer. Et au mieux, t'as discuté avec quelqu'un qui t'intéressait, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Non, mais c'est super intéressant parce que tu parles de... Tu es aussi un acteur actif dans... Même si tu écris des articles, c'est pas juste écrire des articles, c'est tes rencontres peuvent t'amener aussi à être un acteur actif, comme je disais, par exemple, le fait d'être un jury, par exemple. Ça, sur un CV, ça brille, quoi. C'est super intéressant aussi ce que tu disais, de pas oser, mais on sait pas, est-ce que je devrais oser, je devrais pas oser, puis en fait, si quelqu'un est capable de faire une entrevue qui fait du sens sur une boîte de carton, mais c'est ça! tout est possible. Justement, en fait, moi j'avais une question par rapport à ça. Tu disais, là on fait des rencontres, on est capable de savoir, ok, qui fait partie de tel studio, puis comment ça fonctionne. Puis là, ça devient un peu un arbre géologique. Ok, ça c'est telle famille, puis là c'est telle personne, la cousin de éloignée de. Puis je me dis, oui, les rencontres physiques peuvent être extrêmement importantes. On peut simplement aussi se rappeler qui est la personne, donner une carte, par exemple. Mais aussi, est-ce que ça se continue ou ça se poursuit? Est-ce que ça se poursuit en ligne aussi? Est-ce que c'est par exemple écrire un article et là, c'est de taguer la personne sur le post ou c'est de taguer le studio par hey, sollicitation de pouvez-vous mettre ça sur vos réseaux? Est-ce que ça continue après l'entrevue ou c'est dans ton expérience, ça a été quelque chose que c'est ah non, c'est l'article et après, ben c'est fini? En fait, honnêtement, il n'y a pas vraiment de, on va dire, de chemin préétabli ou de recette magique ou quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment des studios, ça dépend vraiment des personnalités des gens, etc. Même si j'aime pas dire ça dépend. Ça dépend. Ça veut rien dire aussi. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens en fait qui sont qui vont justement s'investir davantage, voilà, qui vont suivre un petit peu ce que tu as fait, donc qui se tiennent au courant de quand est-ce que l'article va sortir, et puis c'est cool, est-ce qu'on peut le partager, est-ce que je peux te taguer, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont être plus passifs, mais c'est vrai qu'en général, en tout cas dans le indie, de ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu dans le milieu à Montréal, etc., c'est beaucoup de passionnés, donc du coup ils se tiennent beaucoup souvent au courant de ce qui se fait, que ce soit par de la presse indépendante ou TVA, c'est un exemple. Mais il y a quand même cette espèce de... En fait, les gens sont quand même friands de savoir ce qui se dit, quelle que soit en fait la source, parce qu'ils savent très bien aussi que la presse indépendante, c'est des passionnés également. Puis voilà, enfin c'est quand même des choses intéressantes. Puis d'expérience, les médias indépendants sont beaucoup plus, on va dire, vont beaucoup plus mettre d'attention aux détails en fait dans leurs entrevues ou dans leurs interactions, parce qu'en fait ils connaissent souvent beaucoup plus le produit que les médias généralistes. Donc quand t'as la presse qui vient au Megamix pour faire un documentaire, ça va être quelque chose de 2 minutes, très très général, très global, et c'est très bien aussi parce qu'il faut parler au grand public et leur montrer en fait la place que les jeux vidéo prennent dans notre société, et une place grandissante.
Mais c'est très cool aussi d'avoir des choses beaucoup plus, entre guillemets, puristes, je vais dire, mais non, c'est pas exactement le mot, mais des gens qui portent attention aux détails, qui essayent de savoir un petit peu les recoins, on va dire, que ça soit au niveau de la production, au niveau des influences artistiques, narratives, etc. Enfin, et c'est ça, quoi. Enfin, on va dire que ça dépend vraiment. Il y en a qui interagissent beaucoup avec que ce soit les médias indépendants ou même les gens qui veulent démarcher les studios, et d'autres qui vont être beaucoup plus dans certains automatismes, en mode ah bah voilà, il y a un article qui est sorti sur nous, paf, on le republie, puis that's it, genre. Mais je dirais qu'il y a quand même on va dire une micro tendance où les indies ont tendance à plus porter attention à ça, enfin, à la presse indépendante. Après ça se tient aussi là, enfin ça fait du sens. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est très participatif aussi comme environnement, comparativement peut-être à ce qui est plus triple A. Ouais. Notamment. Mais ouais, je peux parfaitement comprendre la logique derrière ça. Mais c'est super intéressant. Puis là, je sais que là, ça fait un petit moment que tu as fait de la rédaction pour multijoueurs et tout ça, mais maintenant, dans une réalité où est-ce que tout le monde est à la maison et que là, tout est un peu plus en ligne maintenant, est-ce que tu aurais une suggestion, par exemple, aller sur telle plateforme, c'est une bonne idée, ou d'aller suivre telle compagnie ou quoi que ce soit pour justement essayer de créer cette effervescence-là de réseau, parce que là, on peut plus justement être en face à face, puis donner la fameuse carte. Donner une carte numérique, je sais pas comment ça se traduit nécessairement. Je sais pas, faudrait voir. Mais selon toi, est-ce qu'il y aurait des pratiques, ou as-tu entendu parler de pratiques sur des plateformes, ou que ce soit Discord, Twitter, etc. Donc, changement de pratique. Je dirais que le fait d'être confiné à part pour justement les événements, les conventions physiques, etc. Au niveau recrutement, au niveau réseautage, etc., ça n'a pas changé grand-chose. En fait, ce qui a plutôt changé, c'est au niveau de l'industrie en elle-même, du jeu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus justement ça se démocratise, donc il y a de plus en plus de médias, de compagnies, d'institutions qui s'y intéressent, et du coup, il y a de plus en plus d'outils spécifiques à cette industrie-là qui se mettent en place justement pour que ce soit pour réseauter, pour trouver du boulot, pour rencontrer des professionnels, des choses comme ça. Je pense notamment à Jeux.ca qui commence à mettre en place une plateforme de recrutement qui est spécialisée dans le domaine des jeux vidéo. Et puis donc ça c'est fait pour recruteurs et pour les gens qui cherchent du travail. Donc du coup ça permet de mettre en réseau les départements RH des entreprises et les gens qui cherchent du boulot, puis ça va être centralisé, donc ça c'est très cool, parce que jusque là, moi par exemple, je me suis déjà surprise avant d'être chez Gameloft à dérouler entièrement la liste des membres sur le site de la guilde des jeux vidéo indépendante du Québec, Jeux vidéo du Québec. Oui. Et c'est toujours cool parce qu'il y a cette liste là qui est exhaustive, et du coup tu peux voir tous les studios si jamais ça t'intéresse de les voir un à un. C'est toujours cool aussi à voir. Parce qu'il y en a certains qui mettent pas forcément en ligne leurs offres en dehors de leur site web, etc. Ça, c'est notre histoire. Mais c'est ça, je pense qu'il y a de plus en plus de plateformes, et puis ça va s'en venir, à mon avis. Il va y en avoir de plus en plus où on va pouvoir justement se centrer plus sur les jeux vidéo, parce que jusqu'ici, en fait, les emplois en jeux vidéo, ils ont plus été considérés comme dans la grande famille, technologie, médias, numérique, marketing des fois, parce que voilà, maintenant il y a des énormes départements marketing dans les studios. Donc ça c'est très cool, je trouve, c'est une belle initiative. Et puis là, je crois que ça s'en vient je sais pas si c'est déjà sorti ou si c'est dans quelques jours, mais en tout cas c'est e-coming. Mais c'est ça, je pense que c'est plus au niveau de la forme que prennent les plateformes ou les manières de réseauter. Après, évidemment, le grand classique LinkedIn, mais c'est simple mais efficace. Là, genre, je trouve que ça marche toujours. Puis de pas hésiter à suivre les gens, même si exact. Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils t'ignorent, je crois. C'est ça, exact. Si jamais ils connectent pas, bon voilà, tu sais, au pire, c'est ça, encore une fois, tu t'es pris un bâche, et puis c'est pas si grave là, faut oser. Puis si jamais tu vois même des gens qui sont des acteurs, on va dire de l'industrie ou quoi que ce soit, c'est toujours cool justement parce que ça permet aussi de se renseigner sur les actualités, en fait. C'est ça aussi, LinkedIn, t'as beaucoup tout ce qui est vraiment corpo, toutes les démarches vraiment corpo, etc. Puis même les offres d'emploi, t'as des mises à jour très très régulières. Moi, il y a plein de choses que j'ai vues sur LinkedIn et que j'aurais pas vu autrement, notamment je sais pas, certains panels ou des colloques ou des choses comme ça. Après, Twitter, pour la recherche d'emploi, puis le réseautage, oui, parce que ça te permet quand même d'ajouter des gens qui sont pas
physiquement proche, par exemple, je sais pas, moi de temps en temps, je regarde un petit peu. Récemment, j'ai ajouté la CM de CD Projekt Red, tu vois. Mhm. Enfin, des gens comme ça, tu vois, enfin, que tu croiseras peut-être jamais, mais que c'est quand même toujours intéressant Mhm. d'avoir dans tes contacts, parce que le jour où vous pourrez potentiellement, je sais pas, comparer vos manières de travailler, ou, j'en sais rien, Exact. ou même parler de l'industrie. Twitter, peut-être un peu moins. Une fois peut-être que tu es dans l'industrie, Ouais. c'est plutôt cool pour contacter les gens qui y sont déjà. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup à surveiller en fait dans les nouvelles plateformes qui arrivent. Après, ceux qui cherchent du boulot dans ce domaine-là, je conseillerais, c'est ça, la plateforme je.ca. Puis il y a Mhm. Isarta aussi, qui est marketing numérique, jeux vidéo, web, tout ça. Et puis le grenier aux emplois aussi, qui est une bonne ressource. Ça, c'est aussi les emplois en communication. Il y a une section de jeux vidéo. Donc ça s'en vient là, ça se modernise, on va dire. Je vais tout mettre ça dans l'article pour ceux qui se le demandent puis qui veulent faire une recherche après, ne vous inquiétez Je pas. parle un peu vite, désolée. Non, il n'y a pas de souci, mais écoute, moi, j'utilise Twitter surtout pour. Parce que c'est des gens tellement créatifs, des fois, qui font sur Twitter, ne serait-ce que les gestionnaires de communauté qui créent du contenu, mais ô combien très, très drôle. Ou TikTok, que moi, je trouve ça hilarant, je suis comme vous avez du talent. Clairement. Puis, en parlant justement de gestionnaire de communauté, j'utilise justement ça pour un mouvement vers la prochaine section. La transition, Ben c'est ça, parce que en fait, c'est que là, on part du réseau de rédaction, ça marche bien, la maîtrise, ça avance, tu gradues, youpi. Et là, boum, Warner Brothers arrive. Comment ça s'est passé? Comment tu t'es... Quand tu t'es dit, bon, ok, gestionnaire de communauté, c'est ce que je veux faire, let's go Warner Brothers, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait? Déjà, bon, évidemment, enfin, c'est pas un secret là, mais on va dire c'est assez fréquent, on va dire dans le milieu du travail, que tu commences à faire des entrevues alors que tu es toujours à l'emploi ailleurs. Donc j'avais Sur le commencé point de finir, là, ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'avais commencé à faire des entrevues avant de partir de chez Gameloft. C'est pas un énorme secret là, mais du coup j'avais commencé à chercher, etc. Et puis en fait, quand j'étais chez Gameloft en communication, on avait organisé on avait aidé à l'organisation d'un événement qui s'appelait le Game Tech, qui est organisé par Bobby Angeloff, qui est justement qui travaille à Warner. Et du coup on a sympathisé avec lui et puis on a organisé l'événement. Donc il s'agissait de on mettait en relation les panélistes, on organisait vraiment au niveau logistique, donc voilà, la bouffe, le programme, enfin vraiment tout cet aspect-là. On lui fournissait le matériel nécessaire pour pouvoir faire son truc, donc projecteur, micro, voilà, bref, vraiment organisation d'événements. Et puis voilà, on a sympathisé, et puis on s'était appelé plusieurs fois pour l'organisation, tout ça. Et puis moi, j'étais curieuse de savoir sur quoi, comment il bossait, parce qu'il pouvait pas me le dire à l'époque, parce que Gotham Knights n'avait pas été revealed. Mais voilà, enfin j'étais quand même curieuse de savoir comment ça se passait en fait à Warner, quoi. Et puis voilà, on en a parlé un petit peu, et puis il me disait qu'il travaillait sur un projet cool, machin, tout ça. By the way, nous recherchons une community manager. Bon. Et puis donc c'est ça en fait, voilà. Puis j'ai vu l'offre, et puis je lui ai demandé en fait si c'était possible, entre guillemets, allégoriquement qu'il dépose mon CV sur le bureau des Subtilement RH. comme ça, voilà. Dans un monde où le physique était possible, bien évidemment. mais c'est ça, donc du coup il m'a donné un coup de pouce le système, comme tu le sais très bien, mais pour ceux qui savent pas, le système de référencement dans l'industrie, c'est quand même hyper fréquent. Ouais, puis la personne qui réfère peut aussi se faire Ouais. un certain montant d'argent aussi, donc Exactement. très bénéfique. Bon, je pense que ça existe aussi dans d'autres industries, hein, j'imagine. Oui, j'imagine, mais je dirais c'est un standard, quoi. C'est beaucoup plus standard que dans certaines autres industries. Non, exact, c'est ça. Et puis, donc du coup, c'est ça. Et puis finalement, c'est passé. Ils m'ont appelé pour passer un entretien, un deuxième entretien, un troisième entretien. Ouais, ça arrive parfois, jusqu'à 3 en effet. Ouais. Et au bout de 3 entretiens, on m'a dit que j'étais prise. Et puis donc voilà, c'est des processus en fonction des entreprises. Puis ça, c'est vraiment la discrétion de toutes. Mais il y a des processus plus ou moins ardus en fonction de ton expérience, en fonction de ce qu'ils recherchent évidemment. C'est logique là, en fonction du projet, tout ça. Et puis j'ai commencé à temps partiel. Ça, pour le coup, j'ai quand même de la chance parce que toutes les entreprises le font pas. Mais il faut toujours tenter. Je sais que, pareil, chez Gameloft, j'étais à temps partiel au début parce que j'étais encore aux études, etc. Il faut toujours tenter de demander justement
ce genre de conditions parce que c'est pas des choses qui se font par défaut et j'espère que ça tendrait à se démocratiser parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en jeux vidéo qui aimeraient avoir un pied dans l'industrie avant de commencer, enfin avant de finir leur cursus, surtout que c'est très dur de rentrer dans l'industrie si jamais tu as un cursus théorique et que tu n'as pas eu d'autres expériences à côté, quoi. Ouais. Je le savais bien. Et puis, donc c'est ça. Et puis, une fois que j'ai gradué de ma maîtrise, je suis passée à temps plein quelques mois après. Et donc c'est comme ça un petit peu que ça s'est passé. Mais oui, non, c'est vrai que j'ai eu quand même cette chance de pouvoir avoir une expérience dans l'industrie pendant mon cursus. Et ça, c'est clair que c'est très cool, quoi. C'était un stage aussi chez Gameloft, donc Ouais, ça s'est transformé après à temps partiel, mais après, tu t'es rendu de Gameloft à Warner Brothers, ce qui était tout à fait un coup de chance aussi. Et encore une fois, des bonnes rencontres au bon moment. C'est ça, en fait. Parce que, bon, évidemment, après, ton expérience, elle joue, tes capacités jouent, etc. Mais c'est clair que c'est un mélange, en fait, entre deux choses, entre un momentum, c'est-à-dire faire des bonnes rencontres au bon moment, et puis avoir vraiment du support de la part de tes proches ou des gens que tu rencontres, et puis aussi tes capacités, puis croire aussi en ce que tu veux faire, quoi. Parce que le truc aussi, ce qui est très fréquent, c'est cette espèce de syndrome de l'imposteur. Puis même autour de moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont, en fait. Le truc de se dire non, mais je vais pas postuler à ce truc-là, de toute façon, je suis pas assez qualifiée. Mais si jamais t'essayes pas, et puis surtout chez les femmes, quoi, c'est encore plus fréquent, quoi, de se dire ouais, non. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a, je sais plus qui me disait ça, mais c'était vraiment postule en fonction de toi, si jamais tu penses que tu veux ce poste, et postule pas en fonction de ce que, enfin, des choses requises, en fait, qu'ils te demandent, parce qu'on sait jamais, en fait. C'est toujours des choses un petit peu flexibles, et en plus, quand les gens font les offres d'emploi, souvent c'est un peu à titre indicatif et avec de la chance et avec même plus de la chance parce que c'est plus fréquent qu'on pense, je pense. Ça peut être justement plus souple, quoi. Donc faut toujours tenter, même si tu penses que t'as pas les capacités pour le faire ou que t'as pas les années d'expérience requises. Ça tombe, il y a un projet sur lequel t'as bûché ou d'autres choses auxquelles t'as participé qui t'ont amené aussi des choses qui te permettraient justement d'intégrer certaines boîtes, quoi. Donc c'est ça, faut toujours tenter le truc. Ouais, et je me suis égarée, voilà. Et je sais plus ce que c'était ta question. Non, c'est bon, ça allait dans le même sens. Je pense que tu disais aussi le syndrome de l'imposteur. Quand on était étudiante, toi et moi, je pense qu'on l'avait constamment aussi, ce syndrome de l'imposteur. Donc, c'est de dire non, faut pas l'avoir, puis vas-y. Au pire des cas, ils t'appelleront pas. C'est le pire qui peut arriver. C'est ça. Non, c'est clair que t'as pas grand-chose à perdre, on va dire, à le faire. Et puis, c'est ça, surtout quand t'es aux études et tout, voilà, t'es en mode ah mais oui mais je suis encore étudiant et tout machin, mais faut toujours le tenter. Ouais, je conseille toujours que ce soit vers la fin parce que si c'est dans le milieu, personnellement je trouverais ça difficile de jongler, mais ça ce n'est que moi, donc... Ah mais ça, non mais c'est clair, c'est un truc aussi à aborder là, honnêtement. Il y a un moment où c'était quand même plus difficile en fait parce que en même temps on va attendre de toi que t'aies l'esprit complètement prêt à se dédier à ton emploi, c'est-à-dire voilà, cette espèce de truc beaucoup plus corporate, on va dire, bien qu'évidemment dans les studios indie c'est moins présent pour la plupart, mais justement être complètement dédié à ça, alors que toi en arrière-fond, une fois que t'as fini le boulot, tu rentres chez toi, il faut que t'écrives ton mémoire. Ouais. Cette espèce de double charge en fait qui est pas forcément évidente. Non. Tous les employeurs sont pas prêts à le comprendre non plus. Non, et ça c'est un autre point, mais ouais, non, après ça dépend aussi de ta capacité aussi à te discipliner, et je pense que moi ça m'a beaucoup appris ça en fait, parce que je suis une grosse bordélique dans la vie privée comme professionnelle, justement moins maintenant parce que ça m'a beaucoup aidé, mais justement avant j'étais beaucoup plus dans vraiment les trucs à droite à gauche, etc. Et puis au final ça m'a aussi aidé dans mon taf parce que je fais beaucoup de choses, mon taf consiste en du multitâche aussi, mais je pense que ça m'a beaucoup appris à être discipliné, justement à se dire voilà, quand j'étais à temps partiel, ces 4 heures là tu penses absolument pas au cours, etc. Voilà, t'y vas à fond. Et puis après, à la limite, des fois, je restais au bureau, je demandais à rester, genre, je sais pas, 2 heures de plus, et puis j'écrivais pendant 2 heures, quoi. Et puis après, quand je rentrais chez moi, là, j'avais l'esprit libre. Donc après, c'est ça, ça te pousse aussi à trouver d'autres formes d'organisation. Et je pense que c'est aussi important dans la vie, qu'elle soit professionnelle ou autre, là. En parlant de structure, justement, si je pouvais te demander, ça ressemble à quoi, en fait, une gestionnaire de communauté dans une industrie AAA?
De quoi ça a l'air, en fait, une journée typique, ou du moins une semaine typique, parce que des fois, c'est par phase, donc ça va peut varier d'une phase à Ah l'autre, ouais. mais typiquement parlant, ça fait quoi? Mhm. Tu sais, Milly, si jamais tu voulais des infos confidentielles, fallait le dire tout de suite, hein. Ce que tu peux me dire, évidemment. Non, la journée typique, en fait, c'est difficile parce que il y a, en fonction des projets, en fonction des campagnes sur lesquelles t'es, il y a des choses qui, des fois, ressemblent pas du tout en termes de structure, tout ça, etc. Mais je pense que les points d'honneur, en fait, du community management, c'est se rendre compte, en fait, que c'est, en tout cas, et ça n'engage que moi, hein, évidemment, Mhm. mais dans l'industrie du jeu vidéo, dans un studio, sur le plancher, c'est peut-être une des jobs les plus émotionnels entre guillemets que tu Mhm. puisses faire parce que je l'avais déjà dit mais je pense que tu sais il y a autant de community management possible que de community manager et puis tu as différentes manières de gérer ça, ta relation avec la communauté, Mhm. comment tu la construis, comment surtout tu abordes une relation de confiance avec eux, d'honnêteté parce que Mhm. clairement les joueurs ou les potentiels joueurs ce qu'ils veulent c'est vraiment maintenant c'est de la transparence. J'en parlais il y a quelques jours avec des potes, mais le marketing à l'ancienne, ça marche plus trop en fait dans les jeux vidéo. Maintenant, les gens ils veulent de la transparence, ils veulent savoir comment c'est fait, ils veulent savoir concrètement quelles sont les mécaniques de production, etc. Et puis tant que tu peux leur donner ça sans trop en dévoiler, c'est cool, tu vois. Et après, ce que tu fais avec ça, c'est tu t'injectes un petit peu de toi, c'est-à-dire ton caractère, la manière dont tu ressens les choses et ta créativité, dans le sens comment tu veux leur offrir ce genre de contenu, quoi. Est-ce que Mhm. tu veux faire des vidéos de making-of et donc il va falloir que bah, tu, entre guillemets, supervises et que tu fasses le suivi de comment ce genre de projet sera possible, qui c'est que tu vas aller chercher, quel thème tu veux aborder, est-ce que tu veux plus aller dans quelque chose d'organique, donc plus tu sais, genre de relations heure par heure. Donc notamment, je pense au community manager de Fall Guys par exemple, qui fait ça bien, on va dire, qui a une relation beaucoup plus spontanée en fait avec sa communauté, où Mhm. il va littéralement tweeter ses pensées. On a l'impression que le mec a carte blanche, quoi. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus corpo, et ça aussi, ça va dépendre de ton entreprise et les libertés qu'elle te donne. Mais après, ça aussi, c'est un défi, c'est en fonction des limites qu'on te donne, toi, comment tu composes avec ça. Et c'est là où genre, justement cette marge de manœuvre elle se met en place et puis que tu vas décider que avec tel deadline, tel budget, telle campagne, etc., tu vas pouvoir faire ça et ça tu vas pas pouvoir le faire et puis des fois c'est de la frustration, des fois c'est de la fierté, enfin ça dépend vraiment aussi. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que le boulot de CM c'est un hybride un peu entre euh, savoir être proche de sa team, donc savoir avoir des grosses capacités, on va dire, de communication avec l'équipe de production, avec les développeurs, etc. Être capable vraiment de leur dire de manière transparente les choses, mais savoir aussi s'en passer quand eux ils sont pas dispo et que quand eux ils ont du pain sur la planche. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu aies cette espèce de capacité à être en grande autonomie, quoi. Tu vas avoir besoin d'un asset pour le lendemain. Tu sais que en fait, t'as une fenêtre de temps seulement de 10 minutes où ils vont être dispo, bah voilà, il va falloir que tu composes avec ça. Et pendant tout le temps où ils sont pas dispo, bah il va falloir que tu gères autrement, que tu en profites pour, je sais pas, pour plancher sur d'autres projets, etc. Et il faut toujours que tu saches te retourner, en fait. Parce que, Mhm. évidemment, bah, même en ce qui concerne même les réseaux sociaux, qui est quand même une grande partie du boulot, en fonction aussi des studios, parce qu'il y en a des community managers qui sont beaucoup plus sur les stratégies, machin, tout ça, d'autres qui sont plus au day-to-day, enfin bref, encore une fois, ça dépend des entreprises. Mais c'est ça, enfin, ça dépend vraiment, mais il faut vraiment que tu sois capable de te retourner, d'avoir un plan B tout le temps, de dire que les interwebs s'enflamment potentiellement très vite. Ah non, ah oui. Sans lec. Et puis ça, c'est ça, faut vraiment avoir on va dire des capacités de résolution de problèmes, et encore une fois avec les limites que tu as, quoi. Et ça, c'est ça, il faut toujours que tu composes avec ton environnement. Ouais, ce que j'en comprends, en fait, c'est que tu parles beaucoup de flexibilité, en fait. C'est ce que je Ouais, comprends. ouais. Puis ce que tu racontais aussi plus tôt, c'est que tu racontais, des fois, ben, c'est dans la réserve, puis on parle sur des boîtes de carton, mais ça le fait. Ou d'essayer de trouver des manières créatives de le faire. Mais c'est un peu comme ça que je le vois de la manière que tu m'en parles. C'est, ben, des fois, ça marche pas le plan A, mais ta créativité, ta flexibilité, ton organisation t'amènent à dire, bon, on peut trouver une autre Mhm. façon de faire. Puis c'est un peu comme un gros puzzle, hein? Le Ouais. puzzle Sans communicationnel, arrêt.
sans arrêt. T'es la personne qui doit régler le puzzle entre la communauté qui parle et les développeurs, en fait, qui doivent aussi composer avec ça. Mais ça a l'air d'être vraiment quelque chose, de la manière du moins que tu en parles, ça a vraiment l'air d'être quelque chose que tu aimes beaucoup et que tu as développé aussi au courant des dernières années, ce qui est génial. Mais j'imagine que c'est pas tout le temps rose non plus être gestionnaire de communauté. Je pense pas que c'est Facebook et Twitter toute la journée ou aller liker. Je pense que tu as aussi ta part de défis là-dedans. Ouais, non, clairement. Clairement, c'est clair que, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que SCM, c'est juste traîner sur les réseaux sociaux. Spoiler alert, c'est faux. Oh non. Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Évidemment, en fait, tu as toujours... Enfin, en tout cas, moi, je pense que la plupart des scènes, c'est aussi la même chose. Tu as toujours un side screen avec les réseaux sociaux parce que de toute façon, il faut toujours que tu sois au courant. Bon, on en avait déjà parlé, mais toujours au courant des nouvelles tendances, de ce qui sort. Bon, pour des passionnés comme nous, c'est pas compliqué parce que de toute façon, on le fait au quotidien. C'est des choses qu'on suit. On suit l'industrie, on suit les nouvelles sorties, même en termes de tech, etc. Tout ce qui se fait. Enfin voilà. Et puis ça, c'est essentiel dans les métiers qu'on fait, je pense, de toujours être à l'affût de l'actualité, en fait. Ce qui concerne les jeux vidéo pour nous, mais je pense que dans tous les domaines, c'est un petit peu la même chose. Mais après, justement, les défis, tu parlais de flexibilité, par rapport à ce que je disais, mais en fait, c'est un peu c'est un mal et un bien, tu vois. Parce que d'un côté, c'est ça, en fait, cette flexibilité, elle mène à ne pas forcément toujours avoir des patterns qui puissent se mettre en place. Enfin, après, ça dépend, encore une fois, je vais le dire beaucoup, mais ça dépend beaucoup du projet, ça dépend de l'entreprise, etc. Mais il y a des moments où des fois tu marches sur des œufs, quoi, et c'est difficile de composer avec certaines on va dire, certains requirements ou des choses comme ça. Basiquement, après, il y a des choses beaucoup plus terre à terre comme défi, c'est-à-dire, je sais pas, tu travailles pour un studio où, je sais pas, tu manques de budget ou tu manques de temps, on va te demander de faire quelque chose en 2 semaines alors que c'est supposé prendre 3 mois. Bon, voilà, il faut que tu composes avec ça. Et puis, ça, c'est pas forcément propre au CM parce que je connais plein d'amis, justement, dans l'industrie, notamment les développeurs, etc., même en programmation et tout. Je sais que il faut toujours enfin, ils ont des deadlines très très serrés, donc ça s'applique aussi à ça. Mais je pense que c'est plein de petites choses comme ça qui s'imbriquent, quoi. Ça peut être des défis très très logistiques, très très terre à terre, et d'autres qui sont beaucoup plus on va dire c'est organisationnel, des fois idéologique ou éthique, c'est-à-dire que des fois tout simplement toi ta vision du métier elle colle pas à celle de l'entreprise ou à celle de ta communauté, etc. Ça c'est un problème, puis après t'en fais ce que tu veux, tu vois, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup au feeling, c'est beaucoup dépendant de chacun, quoi. Mais après il faut se dire qu'il faut faire son expérience, et puis de toute façon t'apprends toujours des choses quoi qu'il en soit. Et puis moi, ce qui est très cool, et puis ce qui fait partie de mon métier, ce que j'aime aussi, c'est justement d'avoir des potentielles discussions ouvertes avec la communauté, etc. Enfin, tu sais, il y a des relations comme je disais, il y a des relations de confiance qui se créent, et eux, justement, cette espèce de corps qui est, on va dire vraiment, tu sais, le cœur de ta communauté, genre les quelques dizaines, centaines, enfin, ça dépend vraiment de la tête de ta communauté, qui parlent avec toi, ils vont être compréhensifs, en fait, de cette dynamique-là, de cette mécanique. Sans que tu les verbalises, ils vont être, ils vont comprendre, en fait, on va dire les limites, en fait, que tu as dans le cadre de tes fonctions. Tu sais, par exemple, ça arrive souvent que des fois tu vas poster quelque chose, et puis t'as des gens qui vont dire ah ouais, on veut plus d'infos sur le jeu, ou alors ah votre jeu c'est de la merde, tu sais, ou des choses comme ça, et puis qui vont t'attaquer personnellement, et puis t'en as d'autres derrière qui vont dire non mais vous attaquez pas à elle, en fait c'est une porte-parole, elle fait son taf, elle est voilà, enfin tu sais, elle fait le maximum, ou tu sais, enfin voilà, j'ai beaucoup de support de la part de la communauté quand on n'avait pas encore révélé le jeu, tu sais, et que tout le monde attendait qu'on en parle. Il y avait quand même des gens qui étaient là, tu sais, genre pour backer ce truc-là. Puis même encore maintenant, tu vois, t'en as qui sont des gens qui arrivent, des nouveaux qui arrivent sur le serveur, qui se font rappeler à l'ordre un petit peu par les anciens en mode ouais, bon, tu sais, calme-toi là, elle est, tu sais, l'équipe du jeu, eux, ils font leur possible, et puis ils planchent sur le jeu, et puis voilà, tu sais, il y a tout ça aussi, tu vois, qui est assez intéressant aussi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi, oui, il y a une gestion de la communauté, mais c'est aussi un peu
ce que tu disais, que tu crées des liens avec certaines personnes, c'est aussi la dynamique de la communauté aussi que ça va affecter. Ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact positif justement sur ta communauté, puis tu es un peu l'acteur actif, j'utilise encore le même terme, mais tu es acteur actif en fait de comment la communauté va réagir aussi, ou comment la communauté pourrait aussi réagir face à d'autres membres de la communauté, ce qui est super intéressant. Puis c'est super intéressant de t'entendre parler justement des liens que tu crées avec certaines personnes de la communauté, parce que moi, j'ai toujours entendu, ah oui, on va se faire doxer, les gens vont te traiter de ci, de ça parce que tu es une gestionnaire de communauté, mais c'est le fun de voir aussi qu'il n'y a pas juste ça, il y a aussi ces sous-groupes ou sous-communautés, justement, avec lesquels on peut vraiment avoir du plaisir aussi. Là. Ouais, clairement. Ben, j'ai beaucoup plus eu d'amour que de haine à date. Ouf. Oh mon Dieu, tant mieux! Ouais, ça c'est une chance. Et puis, encore une fois, tu vois, enfin, je parlais de différentes formes de community management, mais aussi, tu as aussi cette espèce de positionnement auquel il faut réfléchir, c'est-à-dire, est-ce que tu veux être... est-ce que tu veux être juste représenté par ton produit, c'est-à-dire parler à travers les channels du jeu, etc. Tout ça, voilà, enfin, je sais pas, par exemple, rédiger des notes de patch avec tes channels du jeu, etc. Ou alors, est-ce que tu veux vraiment être un acteur de ta communauté? Si tu parlais d'acteur actif, c'est ça. Est-ce que, concrètement, ça veut dire, est-ce que tu vas, toi, t'impliquer en tant que, entre guillemets, personnalité publique, même si c'est influenceur, là, parce que t'es pas une star non plus là, non. Est-ce que toi, tu vas agir avec, je sais pas, tes comptes personnels? Est-ce que tu vas streamer le jeu? Est-ce que tu vas streamer le jeu? Est-ce que tu vas interagir avec eux sur Twitter? Est-ce que tu vas, voilà. Et en fait, toutes ces choses-là, encore une fois, ça te donne un positionnement différent. Parce que d'un côté, ils vont plus te voir comme une personnalité à part entière, un humain, quoi. Et puis de l'autre, ils vont pas forcément voir la distinction entre le produit et toi, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est un positionnement auquel il faut réfléchir en fonction des possibilités que tu as aussi. Mais c'est ça, enfin, même au niveau de la manière dont tu as, comme tu disais, la manière dont tu as géré ton truc, ça change la dynamique aussi, quoi. Et puis aussi, bien évidemment, on n'a pas parlé des risques, parce que, bon, évidemment, il y en a toujours, même si personnellement, je sais que j'ai toujours beaucoup plus reçu de feedback positif que d'insultes. Là, à date, ça m'est jamais arrivé de me faire vraiment insulter. Et franchement, je suis vraiment chanceuse parce que je connais beaucoup de CM à qui c'est arrivé là, de se faire harceler, etc. Même si, bon, c'est pas des choses qui, enfin, j'espère, arrivent tous les jours. Mais c'est ça, enfin, c'est des choses auxquelles il faut penser aussi. Puis voilà, quoi, c'est en mettant ton image, en rendant ton image disponible, tu te mets aussi entre guillemets à risque, enfin tu t'exposes en fait à ces potentiels risques-là, et il faut aussi le prendre en compte. Donc je pense, la règle d'or, vraiment, la première chose que je pense, le premier commandement du community management, ça serait ne prends rien personnellement. Ouais, oh mon vraiment. Dieu. Parce que on va le sinon t'es foutu, quoi. Non, oui, effectivement. On sait même pas ce qui se passe dans la vie des gens qui nous écrivent, d'écrit du moins, mais ils savent encore moins de qu'est-ce qui se passe dans la tienne, donc c'est comme un peu un lâcher prise, j'ai l'impression aussi, qui est important. Wow, belle leçon, bel apprentissage. Puis en fait, là je vois que le temps il file et tout, mais je voulais savoir, avec en fait tous tes accomplissements, le fait que tu es récemment diplômé, que tu es bien installé dans l'industrie, tout ça, est-ce que tu as certains projets aussi qui s'en viennent de ton côté? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais, sans que ce soit des projets, aller investiguer un peu plus, approfondir un peu plus? J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas sur le papier de projets extrêmement concrets, on va dire. Mais ce que j'aimerais ultimement, on en avait déjà discuté aussi, ce que j'aimerais ultimement, c'est de m'impliquer davantage justement dans le fait de rendre la tech et les métiers du jeu vidéo plus visibles, et en particulier pour les filles. Et quand je dis les filles, c'est parce que je pense que c'est hyper important et hyper enrichissant pour des gamines, en fait, enfin, le plus tôt possible, en fait, de leur faire comprendre qu'elles aussi, elles peuvent le faire. Parce que bon, je vais rien t'apprendre, mais bon, on est très les gamines, enfin les filles en jeune âge sont encore soumises aux stéréotypes selon lesquels
elles auraient soit pas les capacités, soit pas leur place dans les milieux de technologie, même des mathématiques, des sciences, etc. C'est encore très très fréquent. Et il y a ce côté-là, puis il y a déjà beaucoup d'assauts hein, qui existent. Je pense à Canadian Learning Code, il y a Girls Who Code aussi, il y a Montréal Relève qui font des initiatives justement pour montrer aux jeunes en fait comment ça se passe à l'intérieur de l'industrie. Je sais qu'il y en a certaines qui font des visites de studio, etc. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais il y a plein d'ateliers, des choses très très cool qui sont souvent gratuites ou prises en charge, tu sais, par les écoles, tout ça. Mais ce que j'aimerais justement, ce qui manque dans ce domaine-là, je trouve, c'est montrer en fait justement, tu sais, le juste milieu entre les métiers de la communication et les métiers du jeu vidéo, qui finalement, c'est nous en fait. Et puis on en parle très peu en fait dans justement les programmes en tech, etc. On parle beaucoup plus de programmation, de game design, ce qui est très très cool aussi, hein, parce que évidemment on en a énormément besoin. Mais je pense que c'est cool aussi de montrer que t'es pas obligé de savoir coder pour travailler dans le jeu vidéo. Et ça, c'est encore un cliché très très fréquent, on va dire. Et puis c'est ça, j'aimerais potentiellement m'investir plus dans des assos, dans des collectifs. Là, je pensais potentiellement me rapprocher de Pixel, je sais pas, enfin je vais voir. Et puis je pensais aussi en parler avec des amis, etc. pour voir un petit peu ce qui serait possible de faire. Et puis à date, c'est vraiment ça quelque chose pour l'instant qui me travaille un peu, auquel je réfléchis, qui est pas encore concrétisé, mais auquel je tiens, on va dire. Et puis, donc évidemment, tout ce qui est lutte contre le sexisme dans le milieu du jeu vidéo, parce que j'ai consacré mon mémoire et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, bien évidemment, même si beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent. Je pense notamment, tu sais, il y a de plus en plus de journalistes qui vont aborder les spécialistes du jeu vidéo ou les gens justement qui travaillent justement sur ces questions-là. Donc il y a un intérêt public qui est de plus en plus fréquent, enfin présent et tout, mais il y a encore beaucoup de boulot. Donc pareil, à ce niveau-là, il y a des choses que j'aimerais faire. Je réfléchis encore comment. Ouais, voilà. C'est ça, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est que tu as tout à fait raison. On est en plein dans le momentum, en fait, où est-ce que oui, il y a plein d'associations, il y a plein d'événements, plein d'initiatives qui sont super intéressantes. Puis on regarde aussi certaines compagnies de jeux vidéo qui sont très, très ouverts dans leur discours. Mettons par exemple Black Lives Matter qu'il y a eu cette année, ou même tout ce qui avait rapport justement avec la Pride et tout ça. Donc, je pense que d'être ouvert, de dire que certaines compagnies disent ouvertement qu'on veut faire attention dans la création de nos personnages et tout ça, je pense qu'on est vraiment dans un virement, un momentum totalement différent. Puis c'est comme le temps d'agir, mais comment agir peut prendre beaucoup de temps et peut prendre différentes formes. Donc, c'est super intéressant que tu continues aussi dans la même lignée, en fait, que ton mémoire, qui était très, très orienté aussi vers ça. Donc, je trouve ça super intéressant que même après ta maîtrise, tu continues dans cette voie-là. C'est super inspirant. Merci, mais on essaye, tu sais, c'est toujours quelque chose qui reste, hein, tu sais, quand tu t'es rendu compte des injustices, après c'est difficilement faisable de les oublier, en fait, tout simplement, puis surtout quand tu les vis encore. Bon, moi, après, tu sais, genre, je sais que par exemple, je suis entourée de personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là, même si, bon, tu sais, la déconstruction totale, c'est difficile, et il y a des moments où il faut des fois rappeler, même des potes, hein, rappeler à l'ordre sur certaines petites nuances, mais on va dire qu'il y a quand même du travail qui a été fait, donc globalement, les gens autour de moi sont quand même assez bienveillants, mais après, c'est ça, il y a tellement de manières de lutter, et puis d'essayer de réfléchir à comment on pourrait faire autrement, que ce soit dans sa vie privée ou dans l'industrie, hein, c'est des choses... Parce que je pense qu'en fait, t'arrêtes pas de lutter, même quand tu retournes dans le privé, en fait. Tu t'arrêtes jamais, parce qu'il y a toujours... il y a toujours, encore une fois, on parlait de charge tout à l'heure, c'est ça, c'est une espèce de charge mentale aussi, que de devoir te mettre dans un état d'esprit où tu es en mode, ok, ça peut toujours potentiellement arriver. Une remarque, je sais pas, une injustice quelle qu'elle soit, tu vois, t'es jamais à l'abri, en fait, que ça arrive à toi ou à d'autres gens. Et puis, c'est ça, après, il y a différentes manières d'essayer de lutter contre. Puis c'est ça, le fait que, justement, les entreprises prennent part à ces mouvements-là, au-delà du fait que c'est évidemment de la communication,
ça fait partie de stratégie de communication, c'est évident, mais en fait c'est nécessaire, c'est important qu'elle le fasse. Parce qu'en fait ça met en place des nouveaux standards en termes de tolérance tout simplement. Et puis ce qu'elles disent en faisant ça, c'est il n'y a plus de place en fait pour ce genre de comportement archaïque en fait, qui est le sexisme, l'homophobie, le racisme, etc. Tu vois. Voilà. Et après le seul truc, c'est que il faut aussi mettre des moyens en place concrets quoi, pour justement lutter contre ces injustices là. Et en fait dans le milieu du travail, ça commence déjà par la parité, je pense, et la mise en place de conditions de travail vivable, on va dire. Notamment, je sais pas si tu as vu, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel à qui mettent en place des comités d'inclusion et de diversité. Oui. C'est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus d'embauches en fait dans ce milieu-là, et ce qui est une très très bonne chose parce que ça montre encore une fois une mutation et un nouveau standard, comme je disais juste avant. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire encore, même si certaines sont en cours, mais si jamais vous voulez lutter, il y a plein de places. Venez. Super. Je vais effectivement aussi mettre quelques liens dans l'article. Plein de beaux liens à aller faire des recherches avec ce podcast-ci. Écoute, je vais terminer en fait le podcast d'aujourd'hui avec toutes ces informations-là que tu nous donnes aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline, pour merci à toi, c'est très cool. Ta disponibilité et tous tes bons conseils. Je te souhaite tout le meilleur pour tes futurs projets et j'espère toi aussi. Et j'espère que ça a inspiré quelques-uns des gens qui nous ont... quelques-unes des personnes qui nous ont écoutés. Suivez Pauline sur les réseaux. On peut te rejoindre quelque part. Yes, je suis sur Twitter. C'est Paul1, P-A-H-U-2-L-E 1. Voilà. Et puis sinon, c'est ça là. Je suis sur Facebook aussi. Mais Facebook, c'est plus personnel. Ouais, puis même en 2020 quoi. C'est bon, aïe. Une belle soirée, à la prochaine. Ça marche, bonne soirée, merci beaucoup.